Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptost. Je suis le professeur Chen et ensemble nous allons encore une fois aujourd'hui observer le comportement des participants du marché et du réseau Bitcoin grâce à des données directement issues de sa blockchain. Pour rappeler ce que nous avions constaté la semaine dernière, nous avions constaté le fait que la fin du bear market du cycle 2021-2023 avait été actée. Nous avions étudié notamment la rentabilité réalisée et l'attente des investisseurs en Bitcoin et le comportement des participants, notamment le comportement d'accumulation en dominance et en partie aussi de distribution des participants, pour arriver à la conclusion que nous étions à la fin d'un cycle baissier sur le marché du Bitcoin, ce qui nous a mené à théoriser le fait que nous étions potentiellement proches du début d'un marché haussier. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être une pensée qui était un peu traître en fait, et je voulais pas vous faire penser des choses qui ne sont pas en fait la réalité de ce qui se passe dans les cycles du Bitcoin. Et du coup, je tenais à faire cette émission d'abord en vous soulignant le fait que j'avais pas totalement raison sur le fait que le début du marché haussier était aussi proche que ça. Donc je pouvais potentiellement avoir raison, l'avenir nous le prouvera, sur le fait que le marché baissier est terminé. Mais de là à dire que le marché haussier va se lancer tout de suite, c'était pas le cas. Et bon, je me souviens quand même qu'en fin de vidéo, j'avais aussi mis le point sur le fait que le Bitcoin n'allait pas non plus lancer un nouvel ATH directement, qu'on n'allait pas avoir une tendance haussière structurelle, boum, qui allait nous emmener directement à 100 000, et que bien sûr, il pouvait avoir des périodes de range, qu'il pouvait justement avoir une période de transition entre la fin des marchés baissiers et le début des marchés haussiers. Et c'est exactement la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. La question est la suivante. Le retournement du marché du Bitcoin est-il achevé ? Je ne vais pas vous faire de spoiler et vous donner la réponse tout de suite. Si vous êtes capable de regarder sur la petite case ici, voilà, vous pouvez le lire directement. Je vais pas le faire. Une petite blague. Mais nous allons du coup essayer de répondre à cette question aujourd'hui à travers deux métriques qu'on connaît très bien et à travers des variantes de ces métriques en fait qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur. Alors, pour commencer, comme d'habitude, nous allons d'abord regarder le prix du Bitcoin et nous intéresser à un niveau de support résistance que j'essaie de mettre horizontalement ici, qui est le niveau de support résistance des 30 000 $ environ, qui agit comme un véritable pivot technique, pour l'analyse technique cette fois-ci bien sûr, un pivot technique haussier ou baissier depuis le début d'année en fait 2021 pour le marché du Bitcoin. Quand on est en dessous, en général c'est qu'on est baissier, quand on est au-dessus, en général c'est qu'on est haussier. Et on peut bien voir que en début 2021, eh bien, le niveau des 30 000 $ a servi de support à la tendance quand on a eu vraiment la phase de mania. Ensuite, elle a servi une deuxième fois de support à la tendance quand on a eu le rebond qui nous a emmené ensuite vers un nouvel ATH limite vers la fin d'année 2021, qui n'était au final qu'une forme de simili bull market qui n'en était pas réellement un. Beaucoup de personnes dont je fais partie tendent à dire que le bull market s'est en réalité terminé en mai 2021 ici. Il y a plusieurs données qui le prouvent, j'en ai déjà parlé, on n'est pas ici pour parler de ça. Et ensuite on a eu un support qui a, du moins pendant le mois de mai, donc après l'épisode Terra Luna, on a eu pendant le mois de mai une tentative de support au niveau du mois de mai-juin qui au final a amené un effondrement avec les affaires de 3AC et Celsius. Et à partir de ce moment-là, le pivot des 30 000 $ est devenu une zone de résistance. Et en fait, depuis, il agit encore en zone de résistance. On peut le voir aujourd'hui, malgré le fait que le prix du Bitcoin soit d'abord parti des 16 000 vers les 24 000, puis de 24 000 vers les 28, 29 000, et bien, actuellement, cette zone est encore une zone de résistance qui n'a pas été franchie et elle agit comme un pivot technique majeur qui va d'ailleurs pouvoir nous montrer en fait si le cours du Bitcoin, si le marché du Bitcoin et sa cyclicité va encore reproduire une forme de biais haussier une fois qu'on aura passé les 30 000. Du coup, c'est vraiment un niveau de résistance qui est hyper intéressant. Je pense que Vincent Gann, même si j'ai pas regardé ses récentes vidéos, l'a souligné quelque chose qui doit être aligné avec ce que je suis en train de dire. Et donc sans plus tarder, je vais arrêter de digresser. Excusez-moi pour cette intro un petit peu longue, mais je voulais mettre les choses dans le contexte. C'était assez important par rapport aux anciennes vidéos où je prenais pas forcément le temps de faire du contexte comme ça. Du coup, je voulais un peu vous mettre dans un contexte, vous expliquer un peu dans la globalité ce qu'on a vu, ce qui se passe en ce moment et ce qu'on pourrait voir par la suite. Du coup, voilà, les bases sont posées, le contexte est posé, on va pouvoir se lancer sur l'analyse des indicateurs on-chain qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, je ne présente plus
le ratio MVRV. Ce qu'on va essayer d'observer à travers le ratio MVRV, qui est donc la rentabilité latente des investisseurs, le profit ou la perte non réalisée qu'ils détiennent, eh bien on va tenter d'observer en fait sur les cycles, sur l'histoire entière du Bitcoin, et comment le profit non réalisé, le profit ou la perte non réalisée nous indique les tendances à court terme et à long terme du prix du Bitcoin, du marché du Bitcoin. Et donc nous allons observer en fait ici des momentum positifs ou négatifs qui vont nous dire en fait est-ce que nous sommes en train de transitionner vers un marché haussier après la fin d'un marché baissier. Alors ce qu'on va voir ici, ça va être la comparaison entre deux tendances. Une tendance à court terme qui est la moyenne mensuelle, la 30 DMA du MVRV, et la moyenne à long terme, qui est donc la moyenne annuelle, la 365 DMA. Donc une DMA, c'est une Daily Moving Average, donc c'est une moyenne mobile journalière à 365 jours, ou ici à 30 jours, donc moyenne mobile annuelle ou mensuelle, pour le ratio MVRV. En fait, la relation entre la 30 DMA et la 365 DMA, pardon, je vais plutôt utiliser les termes de moyenne mobile mensuelle et annuelle, ça va être plus simple. Donc la relation entre la moyenne mobile mensuelle et la moyenne mobile annuelle du MVRV, en fait, elle fournit un cadre qui est relativement simple, hein, vous pouvez le voir sur votre écran actuellement, c'est vraiment quelque chose qui est... Certains pourraient même dire que c'est un peu grossier et que c'est pas assez affiné, ok, c'est comme vous voulez les gars, mais ça nous fournit un cadre qui est relativement simple et assez efficace pour observer les cycles du Bitcoin dans leur ensemble. Donc on est tout à fait capable de voir quand il y a un momentum positif qui est ici mis en vert, que du coup en fait on a une zone qui nous délimite vachement bien les marchés haussiers, ou les tendances haussières, qu'elles soient même sur du moyen terme, comme ce qu'on a pu voir avec le rebond technique qui nous a amené assez haut au niveau du début d'année 2019. Donc quand on a un momentum positif, c'est que la moyenne mensuelle, qui est en orange ici, est supérieure à la moyenne annuelle. Et quand on a un momentum qui est négatif, c'est que la moyenne annuelle, elle devient supérieure à la moyenne mensuelle. Ce que ça veut dire en fait ici, c'est que quand le profit moyen mensuel sur le marché du Bitcoin est supérieur au profit moyen annuel, c'est un signe qu'on est en train d'arriver vers un marché haussier ou qu'on est en tendance haussière, parce que le profit à court terme est supérieur au profit à long terme, littéralement. Et une fois que le profit à court terme devient inférieur au profit à long terme, donc quand la moyenne mensuelle devient inférieure à la moyenne annuelle, c'est qu'on est en signe de marché haussier. C'est qu'on a vraiment une très très grande variation à la baisse par rapport à la moyenne annuelle du profit ou de la perte latente, et du coup d'ailleurs on rentre la plupart du temps dans une perte latente plus que dans un profit latent, hein. On peut le voir notamment avec le MVRV qui passe sous 1. Quand on est sous 1, c'est que la majorité du marché, la majorité des entités dans le marché sont en train de couver une perte latente, donc ça arrive à chaque fois qu'on est proche d'un bottom, hein. Ça a été vérifié pendant tous les cycles du Bitcoin, et ça a été vérifié d'ailleurs ici en novembre, hein. On l'a très très bien expliqué à l'époque. Et donc ce qui nous intéresse ici, par rapport à tous ces cycles, c'est ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, c'est que depuis le mois de février, depuis le début du mois de février, le marché du Bitcoin, en fait on a dessus un nouvel élan positif en fait. C'est assez intéressant de voir qu'en fait la moyenne mensuelle du MVRV est repassée au-dessus de la moyenne annuelle, en plus d'être passée au-dessus de 1. Donc d'abord on est repassé au-dessus de 1, ce qui est déjà un signe de profit latent positif qui était relativement sain, et ensuite on est repassé au-dessus de la moyenne annuelle. C'est exactement ce qui s'est passé en 2019, en avril 2019 d'ailleurs, quasiment 4 ans jour pour jour, et aussi en novembre 2015. Donc je vais pas parler du tout premier cycle parce qu'il est un petit peu différent du deuxième et du troisième, des époques qui ont suivi. Il est vraiment beaucoup plus intéressant à mesurer, mais il n'est pas du tout pareil. On a une cyclicité qui est beaucoup plus rapprochée sur l'ère 2, l'ère 3 et l'ère 4, et du coup l'ère 5 qu'on va probablement vivre au cours des prochaines années, entre 2023 et 2026. Mais bref, ce qui nous intéresse ici, c'est que suite au bear market de 2021-2023, la rentabilité à court terme, elle dépasse de nouveau la rentabilité à long terme. Et ces reprises du momentum positif du MVRV après un cycle baissier, historiquement, ça précède une hausse structurelle du prix du Bitcoin. Donc ce cadre, encore une fois relativement simple, du momentum du MVRV, qui compare du coup les moyennes à court terme et à long terme, les moyennes mensuelles et annuelles, il nous signale que, en se basant sur les cycles précédents du Bitcoin, on est en train de s'inscrire dans une dynamique qui est potentiellement, du moins qui ressemble à s'y méprendre, à celle du début d'un marché haussier. Encore une fois, nous sommes dans une période de transition, nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes dans un marché haussier classique. Par contre, on peut voir qu'il se passe un début de quelque chose. Et du coup, on peut se dire qu'on est en phase de transition vers ce marché haussier, pour l'instant. Et on va pouvoir le vérifier avec deux métriques qui sont un peu plus poussées, que je vais aller chercher sur un site qui s'appelle ChainExpose, que je vous recommande vraiment d'aller voir, chainexpose.com, juste ici, qui est un site gratuit,
offert à tous et qui vous donne en anglais évidemment des informations plus que pertinentes en fait, mais les données on-chain qui sont disponibles sur ChainExploit sont extrêmement pertinentes, sont extrêmement raffinées, sont des données qui sont un peu difficiles d'accès pour certaines, pour les analystes on-chain ou pour les personnes qui s'intéressent à l'analyse on-chain depuis peu de temps. En général, il faut être quelqu'un de confirmé, voire d'expert, pour vraiment tirer toute la substance des métriques qui sont disponibles sur ce site, mais on peut quand même y trouver des choses intéressantes, notamment les bandes d'âge isolées du MVRV, ou Isolated Age Bands MVRV en anglais. Alors, ce graphique, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre le MVRV qu'on vient de voir juste avant, mais séparé par différentes bandes d'âge. Donc on va regarder les pièces qui sont âgées d'un certain type d'âge, donc entre par exemple une semaine et un mois 3 mois et 140 jours 6 mois et ainsi de suite, et on va être capable du coup d'observer la rentabilité latente, négative ou positive, de ces pièces. Donc on va être capable d'observer le MVRV sur plusieurs échelles de temps, et du coup des MVRV sur le court terme et des MVRV sur le long terme. Je vais pas m'attarder très longtemps sur le fait que ici le seuil pour le court terme et le long terme, il n'est pas de 151 jours, il est de 140 jours. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué et que j'ai notamment détaillé au sein de Cryptos Research. Du coup, si vous voulez plus d'informations, je vous invite soit à fouiller un peu sur le site parce que c'est expliqué dans la page d'accueil, soit à nous rejoindre sur Cryptos Research où vous pourrez avoir énormément plus d'informations à ce sujet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va trier et on va séparer les bandes d'âge du MVRV pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le court terme et le long terme. Et on va être capable de voir quelque chose qui est bien plus détaillé dans l'article. Encore une fois, je vous invite toujours à aller lire l'article qui est inscrit sur le site de Cryptost, parce qu'en fait, vous avez des annotations sur les graphiques qui sont pas que je peux pas en fait vous fournir là directement en live, mais vous avez des annotations qui sont vachement plus pertinentes et qui permettent en fait de mettre en valeur l'information que je cherche à vous montrer. En fait, ce qu'on peut voir sur les bandes d'âge du MVRV qui sont inférieures à 140 jours, donc qui sont les bandes d'âge à court terme. Donc là, on est sur la rentabilité latente à court terme du marché du Bitcoin. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, on est en train de reproduire, encore une fois, ce qui s'est passé lors des deux bull markets précédents, donc en 2016 et ensuite 2020. Et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en fait, on est arrivé à un moment où, comme ici en mai, comme ici en juin, et comme maintenant en mars, eh bien, les bandes d'âge à court terme pour le MVRV sont toutes positives. Donc voilà, si je prends ici, quand on est passé du Bitcoin, on était quasiment à un prix de 500 et on est quasiment monté à 1000, un peu moins de 500, de 400 jusqu'à 1000 environ. Eh bien, ce qui nous intéresse là, c'est qu'en fait, la rentabilité à court terme sur le marché Bitcoin, elle est positive pour toutes les pièces qui sont âgées de moins de 140 jours, donc toutes les pièces qui sont à court terme. C'est exactement ce qui s'est passé en mai 2019, et c'est le cas maintenant. Si je zoome un petit peu, voilà, je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Voilà, depuis mars, depuis qu'on est au niveau des 28 000 $, eh bien, on a toutes les pièces qui sont âgées de moins de 140 jours, donc toutes les pièces qui sont détenues à court terme, qui sont détenues à profit. Donc ça, c'est une structure typique qui favorise un marché haussier. Je ne vais pas utiliser le terme structure typique de marché haussier tout de suite, du coup vous aurez compris la nuance que j'essaie d'instaurer dans cette analyse, mais en tout cas on se rapproche d'une structure qui pourrait être celle d'un marché haussier et qui peut être très intéressante. Et d'ailleurs en petit exclu, je vais même vous faire une analyse un peu plus poussée maintenant. Alors ce qui va nous intéresser ici, je vais zoomer encore un petit peu pour vraiment mettre en valeur, ça va être voilà l'évolution des MVRV sur les différentes bandes d'âge là. Alors on va voir que le MVRV qui est âgé de une semaine à un mois, il est en train de baisser. Alors que le MVRV âgé d'un mois à 3 mois, il est en train à peu près de stagner, légèrement de baisser. Et le MVRV qui est de 3 mois à 140 jours, lui, il est encore en train d'augmenter. Ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, les bandes d'âge qui sont les plus courtes, à plus court terme, sont en train de créer une divergence avec le prix. Et quand est-ce qu'on voit ça? On voit ça quand on a un prix qui commence à être trop lourd à supporter et qu'on va probablement avoir une légère tendance baissière qui va se créer sur le prix, ou du moins une correction. Parce que du coup les pièces qui ont été achetées au cours du dernier mois ou de la dernière semaine, en fait elles ont un profil latent qui est plus faible. Pourquoi elles ont un profil latent qui est plus faible? Parce qu'il y a eu des acheteurs qui ont acheté au top. Et les personnes qui ont acheté au niveau des 28 000 alors que du coup on est en train de stagner et potentiellement de faire une baisse, du coup ils ont un profil latent qui est plus faible. C'est évident en fait. C'est juste, voilà, je prends l'exemple tout bête de j'ai acheté à 28 017 en mars, le 21 mars, et là le prix du Bitcoin il est aux alentours des je vais essayer de retrouver la mesure que je voulais même si c'est pas tout à fait précis, on va dire grosso modo aujourd'hui autour des 27 000 environ. Et si je l'ai acheté à 28
et que là actuellement il est à 27, eh bien je suis en perte latente, littéralement. Et c'est ce que ça nous dit sur les personnes qui ont acheté du Bitcoin au cours du dernier mois, donc pendant le mois de mars, quand nous étions aux alentours des 28 000. Les personnes qui ont acheté du Bitcoin durant le dernier mois sont en train au fur et à mesure d'accumuler une perte nette, et c'est exactement le signal que nous envoie la bande d'âge du MVRV qui est située entre une semaine et un mois. Donc ça, c'était une petite digression pour vous dire que bon, on est en train d'observer une divergence qui, à mes yeux, d'ici pas longtemps, devrait nous apporter une petite correction pour aller retester les 24 000 $. Mais là, vraiment, je m'avance. C'est quelque chose, c'est un comportement que je vois et il y a beaucoup de probabilités de se créer, mais bon, on va voir. C'est typiquement ce qui devrait se passer à mes yeux. En tout cas, je m'engage moi personnellement là-dessus, mais ce n'est que mon avis personnel avec mon expertise personnelle. Mais ce qui nous intéresse quand même, c'est de voir que, bon, même s'il y a une divergence, et bah, les MVRV, autant qu'ils sont, tous les MVRV à court terme, donc les 3 bandes qu'on voit là, elles sont toutes positives. Donc nous avons un profit qui est peut-être en train de décroître sur le court terme, mais on a un profit qui, dans la globalité, pour toutes les pièces qui ont été achetées au cours des 5-6 derniers mois quasiment, enfin 140 jours, c'est un peu moins de 5 mois, eh bien, toutes ces pièces sont en profit. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis novembre 2021 en fait. Voilà. Ah si, oui, si, c'est ça. De novembre 2021, octobre, novembre 2021. Depuis ce moment-là, on n'avait pas eu les 3 bandes d'âge à court terme du MVRV qui étaient positives. Donc ça, c'est typique d'une structure de marché haussier. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir pendant tout le marché haussier. Pendant tout le marché haussier, en général, les bandages, même si elles viennent retester la zone du MVRV égal 1 en support, comme ça a été expliqué plein de fois dans mes analyses, je vais pas vous le dire pourquoi ici, mais du coup, comme ça a été testé plein de fois, et ben on voit bien du coup que c'est vraiment une structure de marché haussier. Et donc là, on est en train de retourner vers une structure de marché haussier ou une structure de début de marché haussier. En tout cas, on peut dire clairement qu'on est dans une phase de transition. Idéalement, moi, ce que j'aimerais voir, c'est un retest de la zone de 1 et un rebond. Ça pourrait nous montrer que justement, les entités qui ont probablement un coup de base au niveau des 24 000 $ ou même au niveau des 20 000 $, et quand le prix retourne au niveau de leur coup de base, au lieu de paniquer et de vendre en se disant oh là là mais le prix est en train de baisser, il faut absolument que je vende pour limiter les pots cassés, et elles se disent non, là j'ai une conviction, je sens que le prix et que le marché ils sont en train de faire quelque chose qui m'intéresse, on est vers une transition dans laquelle j'ai confiance, et du coup quand le prix revient à mon coup de base, au lieu de vendre, non, je double la mise, je rachète. Et ça, c'est exactement le comportement qui pourrait être traduit par un rebond sur la zone neutre de 1 du MVRV et qui pourrait du coup donner beaucoup plus de... Moi en tout cas j'aurais beaucoup plus confiance en la tendance à court terme, je pourrais même me projeter sur une confiance à long terme si on avait un rebond sur la zone neutre de ces 3 bandes du MVRV. Maintenant du coup qu'on a observé le MVRV sur le court terme, on va être capable d'observer le MVRV sur le plus long terme en sélectionnant les bandes d'âge 140 à 6 mois, 6 mois à 1 an et 1 an à 2 ans. Et là il se passe quelque chose d'assez intéressant qui va du coup permettre de mitiger le propos et là du coup de nous faire comprendre qu'on est sur une forme de transition qui n'est pas encore terminée, qui n'est pas encore actée, que nous sommes pas encore vraiment dans une structure fondamentale de marché aussi. Pourquoi ? Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les bandes d'âge du coup qui sont les plus petites échelles de temps même sur le court terme, qui sont du coup quasiment du moyen terme en fait, 140 jours à 6 mois pour moi c'est quasiment du moyen terme, et bien en fait on voit que bon elles sont positives, très bien. Par contre on voit que les pièces, les BTC qui ont été achetées du coup autour des entre 6 mois et 1 an, et eux ils sont à peine en profit, ils viennent juste de retrouver un profit, voilà on est à 1,07 environ, donc c'est 7% de profit. C'est pas incroyable, c'est très bien, on est positif, mais c'est pas incroyable comparément à ce qu'on a ici avec du 35% de profit déjà. 1,35 ça veut dire 35% de profit, là on est à 7% de profit, c'est pas pareil. Et si on regarde sur du plus long terme, donc les pièces qui ont été achetées entre 1 et 2 ans, donc les pièces qui ont été achetées pendant le bear market, c'est littéralement ça, et elles sont à 0,60, donc elles ont encore une perte latente de 40% carrément. Donc c'est quand même relativement conséquent, et ce que ce graphique nous montre, c'est que la transition n'est pas tout à fait terminée, parce que si la transition vers le marché haussier était totalement terminée et que la structure de bull market était assise, et bien en fait toutes ces bandes d'âge seraient clairement au-dessus de 1, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je vais dézoomer un peu pour vous donner du contexte. Voilà. Là, on avait des bandes d'âge, voilà, je prends l'exemple de août 2022, on avait des bandes d'âge qui étaient clairement toutes des bandes d'âge à long terme sur le MVRV, sur la rentabilité latente des investisseurs, qui étaient toutes au-dessus de 1. Donc on avait tous les investisseurs de quasiment toutes les cohortes, de toutes les bandes d'âge, qui étaient en profit net, voilà, en profit latent. Et donc à ce moment-là, on pouvait déjà douter et se dire ouais bon, pas sûr que le bull market arrive tout de suite, mais en réalité, si on regardait l'analyse on-chain et qu'on voyait ce qui se passait, on était déjà certain que le bull market était lancé. Et on pouvait déjà commencer à accumuler. Pourquoi ? Parce qu'on avait ces données on-chain qui nous disaient, les gars, les investisseurs, que ce soit à court terme ou à long terme, ils sont déjà tous en profit. Donc ils vont vouloir réaliser des profits. Donc le prix va monter parce qu'il va y avoir de la demande et du coup, eux, ils vont vendre quand cette demande va être réalisée. Et donc c'est pas ce qu'on voit en ce moment.
Donc il nous faut encore une petite transition, il nous faut encore un certain temps, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit pendant le bear market de 2018 à 2019. On voit bien que à ce moment-là, eh bien ça prend un petit peu de temps, et c'est normal, hein, c'est des pièces qui ont été achetées entre 1 et 2 ans du coup pour que l'ancienneté de ces pièces soit réalisée et que du coup elles remontent vers un prix réalisé, enfin vers un prix latent qui soit plus haut, et il va falloir du coup peut-être encore 6 mois, peut-être même un an, je ne sais pas. C'est pas à moi de... j'ai pas une pièce, une boule de cristal qui peut me permettre de savoir exactement quand est-ce que la structure de marché haussière sera totalement assise. Moi, ce que je peux faire, en fait, c'est dire quand c'est le cas. Je peux pas dire quand est-ce que ça va arriver, ou du moins, je peux dire quelles sont les conditions nécessaires pour que ça arrive, mais je peux pas donner d'horizon de temps donné. Voilà, je peux juste dire, une fois que toutes les bandes d'âge à long terme, une fois que toutes les bandes d'âge à court terme, c'est déjà acquis, donc une fois que toutes les bandes d'âge à long terme du MVRV seront positives et que le profil latent à court et à long terme sera acté comme étant un profil latent, et bien là, on sera sur une structure de marché haussier. Ces conditions, actuellement, ne sont pas remplies. C'est exactement ce que je vais vous faire comprendre. Les conditions qui nous permettent de dire que nous sommes en marché haussier ne sont pas encore tout à fait remplies. Si on considère qu'il y a 6 feux, et que les 6 feux doivent être ouverts, actuellement, on a 4 voire 5 feux qui sont ouverts, mais les 6 ne sont pas encore ouverts. Du coup, certains peuvent être optimistes et se positionner maintenant. Oui, certainement, ça n'engage que vous. Par contre, on ne peut pas dire qu'on est réellement dans un bull market tel qu'il est décrit par l'analyse on-chain pour, historiquement, les cycles du Bitcoin. C'est exactement ce que j'aimerais vous faire comprendre, et si c'est clair, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire, et si c'est clair, c'est parfait. Donc ça, c'était pour le profil latent. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être, maintenant qu'on a regardé la rentabilité latente, on va s'intéresser à la rentabilité réalisée. On va se poser la question, bon, si les investisseurs sont en profit net, du moins une partie d'entre eux sont en profit net, est-ce qu'ils réalisent des profits? Parce qu'un marché haussier, c'est aussi des investisseurs qui sont en profit, mais qui prennent des profits. Si on a un profit latent mais qu'on ne le réalise pas, ça peut être dommage, parce qu'en réalité vous pouvez passer tout un marché aussi à se dire ouais super, mes bitcoins ils ont pris 300%, tant que vous prenez pas votre profit, et vous n'avez pas pris votre profit, et du coup vous pouvez ensuite vous reprendre un marché baissier qui peut vous faire très peur, et là vous pouvez vendre à perte. D'ailleurs c'est... en trading, c'est quelque chose, hein, il faut savoir se payer quand on est en profit, il faut savoir réaliser des profits, parce que sinon, il suffit qu'on ait une baisse et qu'on tombe en perte latente, et qu'on ait trop de pression et qu'on ait peur, et on réalise une perte latente alors qu'on avait un profit avant. Donc ce serait vraiment dommage du coup de passer à côté d'une opportunité de profit. Donc ce qui va nous intéresser ici, du coup, ça va être la comparaison des tendances à court terme, encore une fois des moyennes mensuelles et annuelles, du ratio ASOPR. L'ASOPR, du coup, c'est une variante du SOPR qui est, lui, une traduction de la rentabilité réalisée du marché. Donc qu'est-ce que c'est en gros? Je vais essayer de pas parler chinois. C'est l'indicateur de la prise de profit ou de perte. Quand l'indicateur est au-dessus de 1, c'est une prise de profit. Quand l'indicateur est en dessous de 1, c'est une prise de perte. Quand l'indicateur est à peu près à 1, c'est un équilibre. Donc en gros, c'est simple, hein, on mesure le coût d'achat d'une UTXO, on mesure le coût de vente d'une UTXO, on fait un ratio, on voit si c'est positif ou négatif, enfin si c'est au-dessus de 1 ou en dessous de 1, et après on lit le graphique comme ceci. Encore ici, le momentum du coup du SOPR sera positif si la moyenne mensuelle est supérieure à la moyenne annuelle, et si la moyenne mensuelle est inférieure à la moyenne annuelle, et on sera sur un momentum qui est négatif. Les momentum positifs ici aussi sont marqués par une aire verte. Donc ce que vous voyez en vert, c'est les périodes où la rentabilité à court terme est supérieure à la rentabilité à long terme. Parce que par exemple ici, je prends l'exemple d'ici, on est encore en prise de perte. Par contre, la prise de perte à court terme est plus faible que la prise de perte à long terme. Donc je tiens à clarifier, je tiens vraiment à pas vous induire en erreur. Les aires vertes montrent un momentum positif. Donc en général, c'est quand on a un rétablissement de la rentabilité de la prise de profit, de la prise de perte, donc c'est qu'on a de la prise de perte qui est de plus en plus faible, et qu'en fait est tellement faible qu'elle va nous amener au point d'équilibre, et une fois qu'elle est au point d'équilibre, en fait elle va amener à la prise de profit. Et ensuite, du coup, l'inverse, quand on n'a pas de vert, du coup, c'est que la prise de profit est tranquillement en train d'amener vers la prise de perte, jusqu'à une profondeur de marché suffisamment violente et douloureuse pour que du coup on reparte ensuite vers la prise de profit. Et vous voyez, hein, c'est un cycle, c'est une vague, c'est toute la beauté du Bitcoin. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont des surfeurs, mais moi je vois clairement une vague à surfer là, et c'est vraiment quelque chose qui me fascine à chaque fois. Donc ce qui nous intéresse là, sur ce graphique, c'est que suite à la hausse du cours du BTC vers les 24 000 $, et la SOPR, il s'est hissé d'abord au-dessus de la moyenne annuelle, ce qui fait qu'on a un momentum positif, et en plus il s'est hissé au-dessus de 1. Donc je pense que vous avez suffisamment compris du coup la cyclicité des cycles du Bitcoin. Donc je vais zoomer ici du coup sur l'historique le plus récent. On voit mal l'aire verte, c'est un peu dommage, mais vous avez compris le principe dans tous les cas, hein. L'aire verte elle est déclenchée quand la courbe orange est au-dessus de la courbe bleue. Non, simplement, hein. Et une fois que la courbe orange est elle au-dessus de 1, et là c'est qu'on est dans la prise de profit net. Donc ce qui nous intéresse là, c'est qu'on a une orientation du marché vers de la prise de profit. Donc c'est assez intéressant à observer. D'ailleurs, on est en train de tester sur la moyenne mensuelle la zone de 1. Donc c'est un test qui peut être hyper intéressant. Donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'on a un momentum positif qui est de retour.
Ça augure deux choses. Je vais lire un petit peu mon texte et vous pouvez me suivre en même temps. Ça augure deux choses. Ça augure d'abord un biais haussier qu'on voit clairement en ce moment sur le marché avec une reprise de l'optimisme. Et c'est aussi accompagné par une prise de profit lors des hausses. Clairement, alors on voit bien que là, lors des hausses du cours du Bitcoin, eh bien, on a une hausse de la prise de profit. D'abord, on a une amélioration, une prise de perte qui est de plus en plus faible. Et ensuite, une fois qu'on passe 1, on a une prise de profit. Donc c'est typique. Hein. Les gens vendent à profit pendant les hausses. C'est tout à fait normal en termes psychologiques. Et ensuite, ce qui peut être intéressant et ce qui augure le momentum positif aussi, c'est une propension des participants à doubler la mise quand le Bitcoin revient vers leur coup de base. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais avec le MVRV juste avant. C'est un comportement qu'on appelle un comportement de buy the dip. C'est-à-dire qu'on est suffisamment confiant sur la tendance à long terme du prix qu'en réalité, à chaque fois qu'il va y avoir une petite correction de moins 10, moins 20, même moins 30%, voire moins 40%, comme ça peut arriver dans des marchés baissiers, eh bien, au lieu de se paniquer, de se dire je vends et j'essaie vraiment de me barrer le plus vite possible parce que ça me fait peur, en fait, les bougies rouges me font peur, eh bien non, on va se dire non, c'est l'opportunité. Le prix est en train de baisser, c'est à ce moment-là qu'il faut que j'investisse. Ok, je vais tomber proche de mon coût de revient, proche de mon coup de base ou de mon coup d'achat, je vais même tomber en dessous de mon coup de base et en coup d'achat. C'est-à-dire que mes positions seront peut-être à un moment donné en légère perte latente, mais j'ai confiance, mais j'ai de la conviction, et vu que j'ai cette conviction, eh bien, je vais continuer à investir, je vais doubler la mise proche de mon coup de base, et après le prix va repartir, et du coup, je serai encore mieux. Donc là, on est vraiment sur une théorie psychologique de l'investissement, donc là, vraiment, sur cette analyse, j'observe Bitcoin en tant qu'actif, hein, en tant que refuge de valeur aussi, probablement, en tant qu'investissement pour certains. Mais là aujourd'hui, je le regarde pas du tout comme un réseau. Évidemment, c'est un réseau. Mais là, aujourd'hui, on fait de la théorie, on fait de la psychologie de marché, littéralement. Hein. Donc ce qui nous intéresse là, c'est que du coup, des rebonds sur la zone neutre de la SOPR, et du coup indiquerait un sentiment de confiance quant à la tendance haussière et favoriserait l'avènement d'un nouveau bull run. Évidemment, parce que du coup, si on rachète pendant les dips, ça crée une pression d'achat. Et cette pression d'achat, elle va finir par surperformer la pression de vente, et du coup, on va alimenter une tendance haussière parce que du coup les gens, une fois que le prix va monter, ils vont FOMO, et du coup comme ils vont FOMO, le prix va encore plus monter, et après il va avoir de la prise de profit qui va faire rebaisser, et ainsi de suite. Baisse, buy de dip, hausse, prise de profit, ensuite on stagne, baisse, buy de dip, hausse, prise de profit, et après c'est qu'une vague. Hein. Donc ce que je voulais vous montrer avec la SOPR, c'est qu'on a une dynamique qui est extrêmement similaire à celle qu'on a sur le MVRV, et donc que ce soit sur la prise de profit, donc sur la rentabilité réalisée ou sur la rentabilité latente, on voit qu'actuellement, la majorité des entités sur le réseau ont un profit latent, donc ils sont en profit, et en plus ils prennent des profits, ce qui est quelque chose qui est relativement logique, et qui est un comportement typique de marché haussier. Donc même si on n'est pas encore dans un marché haussier extrême et qu'on n'a pas des valeurs énormes en termes de profit, on est sur quelque chose qui nous intéresse bien et qui ressemble quand même à quelque chose qui peut s'apparenter à un début de marché haussier. Comme on l'a vu avec les MVRV par bandage juste avant, il y a une nuance à faire, et on n'est pas tout à fait en marché haussier parce que sur le court terme, il y a des choses intéressantes, mais sur le long terme, on n'est pas tout à fait installé, on n'est pas encore bien ancré dans cette situation, mais il y a quand même quelque chose qui se crée. On est sur une phase transitoire, mais une phase transitoire qui petit à petit, petit pas, TikTok, next block, va vers un nouveau marché haussier. Donc la dernière nuance que j'aimerais montrer, qui du coup nous indique bien que nous ne sommes pas tout à fait inscrits dans un contexte de marché haussier, c'est le ratio LTH, STH, SOPR, qui du coup le rapport entre la prise de profit à court terme et la prise de profit à long terme. Je vais pas refaire tout de suite la distinction entre les STH et les LTH parce que ça a déjà été discuté plusieurs fois, parce que vous avez le lexique on-chain sur Cryptost qui vous explique tout ça. Du coup, je vous invite à aller chercher cette information parce qu'elle est très très simple d'accès et parce qu'elle est aussi très très simple de compréhension. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le ratio. Donc c'est pas forcément les courbes que vous voyez ici en haut, c'est le ratio qu'on voit ici. En gros, ce ratio, il compare les profits réalisés par les investisseurs à long terme et les investisseurs à court terme. Et ce qui se passe, c'est que quand on a des valeurs rouges, en fait, les profits réalisés par les investisseurs à long terme sont supérieurs à ceux réalisés par les investisseurs à court terme. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien du coup que le prix auquel ils vendent est bien inférieur au prix. Donc là, imaginons qu'on ait un prix de dépense qui est aux alentours des 8$ alors que le prix il est à 115$, le profit réalisé il est violentissimement beaucoup plus élevé que celui qui vend qui du coup vend proche des 8$. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la courbe rouge qui est ici, du coup c'est le prix vendu à court terme et du coup il est très proche du prix réel, et du coup le profit qui en résulte est plus faible, alors que du coup la courbe bleue, elle, celle qui est à long terme, on voit bien du coup qu'elle est bien plus basse que le prix, et du coup le profit qui est associé est beaucoup plus fort. Donc ça, c'est une structure de marché haussier typique, ce sont les valeurs négatives qu'on voit en rouge ici. Et par contre,
ce qui peut nous intéresser, c'est qu'on a des valeurs aussi bleues. Et les valeurs bleues, elles indiquent que le profit, le profit ou même la perte à ce moment-là, qui est réalisé par les investisseurs à court terme, il est supérieur à celui des investisseurs à long terme. C'est-à-dire qu'on a une prise de profit à long terme qui est inférieure à celle des court terme et que du coup, la plupart du temps, on a même une prise latente, une prise de perte des investisseurs à long terme qui est plus forte. Et ça, c'est une situation typique des fins de marché baissier où les investisseurs à long terme, ils ont la tête sous l'eau, c'est super dur pour eux, alors que pendant ce temps-là, les investisseurs à court terme, eux, ils se battent pour avoir le meilleur prix d'entrée qui est souvent relativement proche du prix spot parce qu'ils achètent les creux avec une ferveur incroyable. Et du coup, dès que le prix remonte, ils sont capables de prendre des profits qui sont bien plus juteux. Alors que les investisseurs à long terme qui ont acheté, eux, pendant le marché haussier, qui ont accumulé sur du long terme, ils n'ont pas encore tout à fait la rentabilité nette positive qu'ont les investisseurs à court terme. Les investisseurs à court terme, après un marché baissier, ils ont une rentabilité nette qui s'améliore beaucoup plus vite. C'est normal. Et du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est bien qu'on a des espèces de transitions. On peut voir les points de jonction entre du coup les valeurs positives en bleu et les valeurs négatives en rouge. Et donc, quand on rentre sur la valeur positive, c'est qu'on est proche d'un creux de marché baissier. Et une fois qu'on repasse après avoir eu la valeur positive bleue vers la valeur négative rouge, c'est qu'on est en train de se rétablir d'un marché baissier. Et c'est exactement ce qui nous intéresse ici, parce que voilà, je vais zoomer un peu. On est pile poil sur la frontière entre ces deux contextes. On est pile poil sur le moment, sur la transition en fait, entre la structure de fin de marché baissier et la structure de début de marché haussier. Voilà, je voulais vraiment vous présenter ces indicateurs qui peut être un petit peu difficile à observer pour certains, mais dites-vous juste que une fois que la courbe bleue sera redevenue rouge ici, on sera dans un contexte de marché haussier. Et là, on est pile à la frontière. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Nous sommes dans une période de transition, nous ne sommes pas encore dans un marché haussier qui est tout à fait ancré. Il se passe des choses extrêmement intéressantes, mais il va falloir être encore un petit peu patient. Bon, pour résumer tout cela, je vous ai fait une petite conclusion ici. Donc la phase de transition entre la fin du bear market et le début d'un futur bull market, elle n'est pas tout à fait achevée. Les composantes à court terme du ratio M/V, elles indiquent que on a un retour du biais haussier sur plusieurs échelles de temps, qui sont relativement basses, qui sont des échelles de temps à court terme, et c'est très bien. Par contre, les composantes à long terme, elles n'ont pas encore effectué un retournement complet. Donc la phase de transition qu'on est en train de vivre en ce moment, même si elle est encourageante, elle nécessite encore un petit peu de temps pour se dérouler de manière optimale. Et en plus, je tiens à vous donner un autre élément de contexte, il ne faut pas oublier que le halving, il n'est pas prévu avant le mois de mars 2024, donc dans un an. Il ne faut pas oublier que le halving, il a tendance à avoir un impact énorme sur l'économie de Bitcoin en divisant par 2 la récompense de blocs des mineurs. Et donc ça peut avoir un impact énorme, et ça a eu un impact énorme qui a souvent été considéré comme un des déclencheurs psychologiques des marchés haussiers, ou du moins des tendances vraiment haussières de phase mania. Donc là, on est sur une transition. Le retournement de marché n'est pas tout à fait achevé. Nous y arrivons, mais il va falloir être patient. J'espère que ces données vous ont intéressé, que vous l'avez trouvé pertinente, et je vous invite à lire l'article que j'ai publié sur Cryptost, à nous suivre sur Cryptost sur YouTube, où vous pourrez trouver toutes les analyses anciennes ici et vous pourrez être notifié en vous abonnant avec la petite cloche. Bien sûr, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter pour plus d'informations avec des tweets sur certains sujets divers et variés où je tweete relativement régulièrement. Et bien sûr, au sein de notre organisme de recherche, qui est la branche éducative de Cryptost Media, donc Cryptost Research, où vous pourrez avoir accès à la fois à notre canal Discord sur lequel vous avez tellement d'informations, c'est vraiment une mine d'alpha, et aussi à notre newsletter qui est publiée 2 fois par mois et qui vous donne énormément d'informations. Celle de cette semaine devrait d'ailleurs sortir vendredi. Vous pourrez retrouver ce tableau de bord avec tous les liens en description et le lien de l'article ici plus bas. Si vous voulez vous inscrire à Cryptost Research d'ici les prochains mois, vous pouvez utiliser un code promo pour avoir moins 20% sur votre premier mois. J'espère que cela vous a plu et que ces informations étaient pertinentes, qu'elles vous a permis de vous inscrire et de comprendre le contexte dans lequel nous nous situons actuellement sur le marché du Bitcoin. C'était le Prof Chien. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée ou une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.